puisque Espace CP, le but du livre est de pouvoir sortir de la violence. Hein. J'en parlerai dans la conclusion, bien évidemment. Mais la violence religieuse adamique a été un mal nécessaire. L'Europe n'a jamais été unifiée à la différence de la Chine, malgré les tentatives qu'il y a eu, Charlemagne et autres. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des individualistes. Okay, et ça, malgré la christianisation de l'Europe, qui aurait pu créer une Europe unique et entière, hein, Charlemagne, les rois francs, les Français, les francs-saliques, ont vu cette volonté d'unifier l'Europe avec la religion chrétienne. Mais ça n'a pas fonctionné. Toutes ces questions qui sont fondamentales pour l'Européen, dans la philosophie européenne, dans la politique européenne, dans la religion européenne, remet en question sans cesse la possibilité de nous asseoir, comme la Chine l'a fait, de nous unifier et de rester stables. Nous, Européens, sommes dans le doute permanent. Et c'est quelque chose qui est fort, mais également très lourd à vivre. Et ça crée des névroses profondes et ça crée cette violence que nous, Européens, avons. C'est nous, Européens, qui avons créé le fascisme, le socialisme, les dictatures les plus folles. Et c'est nous, Européens, qui avons diffusé ça à travers le monde, et notamment les socialistes. Aujourd'hui, nous allons parler d'Espace et Paix, le livre, qui sera disponible d'ici 15 jours dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Bien évidemment, nous allons, dans la tradition d'histosophie politique, aborder le livre en 3 parties: l'histoire, la philosophie et la politique, puisque tout est politique dans la vie. Alors, avant de commencer la partie historique dans mon introduction, je vais avant tout remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à écrire mes 3 livres. Donc, Révolution, merci Muriel, Stéphane, Doggerland, merci Jean-Marc, Jean-Michel, et le pavé, le gros pavé, Espace Épée, gros que 240 pages, mais important dans le sens où il y a des sujets, je pense, tout à fait originaux, particuliers et intéressants. Donc là, je remercie également Stéphane qui m'avait corrigé une première version, Damien qui m'a dit de restructurer le livre. C'est pas toujours évident d'avoir des amis qui vous donnent des critiques constructives, parce qu'il y a un biais, bien sûr, vos proches étant sympathiques, etc. Et enfin Jean-Marc, avec qui je travaille maintenant depuis un certain temps. D'ailleurs, vous pourrez voir son interview, il est dans la chaîne. Jean-Marc, avec qui je travaille sur de nombreux projets, et ainsi que sur les éditions TOC. Je vous mettrai le lien. Et je remercie ainsi Pierre aussi pour les corrections orthographiques. Alors, écrire un livre, c'est pas une simple balade. Enfin, disons que écrire un livre, un essai de philosophie politique, demande un certain travail, hein, si on veut faire quelque chose de structuré. Et étrangement, il n'y a jamais eu autant de livres publiés qu'aujourd'hui, alors que les gens ont de moins en moins le temps de lire. C'est un paradoxe intéressant. Et effectivement, on peut se poser la question, pourquoi cette urgence à écrire? Pourquoi cette urgence à laisser des traces? Sans doute car nous sommes dans le Kali Yuga,
la fin du monde, la fin d'un ère, la fin d'une époque, la fin d'une civilisation, dans un conflit qui tend aujourd'hui à devenir mondial. Nous le vivons en ce moment avec la chute de l'Occident. Et l'Occident, États-Unis, Europe, on va dire. Voilà, donc ça c'est intéressant de le comprendre. Et enfin, je vais terminer sur le fait que aujourd'hui, il est compliqué de faire la différence de trouver le temps et de faire la différence, le bon choix dans cet océan d'informations dont vous êtes submergé, dont je suis submergé. Donc je vais essayer ici dans cette vidéo de vous expliquer ce que c'est qu'Espace CP et pourquoi il faut l'acheter dans 15 jours et le lire. Donc il sera disponible dans toutes les librairies, à la FNAC, etc. Et surtout sur l'Amazon français, The Book Edition, qui est un site d'un imprimeur qui va imprimer et distribuer le livre à la demande. Alors ça c'est intéressant, puisque on parle beaucoup d'écologie, etc. Vous achetez le livre, il est fabriqué. Hein, pas de fabrication à l'avance, pas de stocks qui vont être détruits si on en fait trop, etc., etc. Donc ça, vous voyez, la technologie aujourd'hui permet de faire des choses intéressantes. Et c'est sur cette même plateforme que Xavier Moreau et Pierre-Antoine Plaquevent distribuent leurs livres également. Voilà. Donc je vous mettrai le lien quand il sera disponible d'ici 15 jours. Vous pourrez aussi l'acheter chez Amazon si vous voulez donner de l'argent à Jeff. Ou à la FNAC, bien évidemment, et chez votre libraire, en bas de chez vous. Alors, pourquoi écrire un livre? Pourquoi écrire Espace CP alors qu'il y a pléthore d'informations partout? C'est ce que je vais vous expliquer. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde écrit son livre. Ce qui est bien en soi, il n'y a aucune critique là-dessus. Il faut juste peut-être s'y retrouver dans les différents thèmes, etc. Et le dernier livre aujourd'hui écrit, c'est celui de Baptiste Marché, que vous connaissez peut-être, ce réalisateur vidéaste, documentariste, et également coach de vie, comme il se définit lui-même, a également écrit son livre. Voilà, donc il y a vraiment énormément de choix. Et c'est compliqué, je le comprends, pour ceux qui ont une vie normale, c'est-à-dire un travail, des problèmes, des angoisses, etc. Il faut trouver le temps de lire, mais trouvez-le parce que c'est quand même important. Ça reste une des dernières fenêtres de liberté. Donc, lisez. Alors, je vais commencer la partie historique. Alors, je suis parti du constat suivant, qui n'est pas défini par moi uniquement, bien évidemment, mais dans l'histoire de l'humanité, les sociétés se sont complexifiées. On va dire qu'on peut dire d'une manière générale, en simplifiant bien évidemment, à la Cousin, on va dire, hein, le philosophe Cousin, que il y avait des tribus de cœurs chasseurs qui étaient dans une société, une sorte de société idéale, un communisme parfait dans lequel il y avait des échanges, pas réellement de chef dans le sens où tout le monde était important au sein de la tribu, chacun ayant un rôle. Vous savez, quand vous êtes dans un clan d'une cinquantaine, d'une centaine de personnes, chaque individu est important, et dans cette société primitive que j'idéalise bien évidemment dans le livre pour expliquer et définir ce que c'est que la complexification qui va arriver par la suite. D'ailleurs, je vous mettrai un schéma ici qui est un peu l'historique de la complexification des sociétés et qui débouche sur deux types de sociétés que je définis comme étant la société de la, on va dire, de la tradition et du modernisme, pour faire simple. Dans lequel, dans la tradition, l'individu je reviendrai après hein, sur mes tribus, l'individu dans la société traditionnelle est soumis, si vous voulez, à la tradition familiale, au lien familial, à la subordination des plus forts aux plus faibles. C'est une société pyramidale dans laquelle l'État est très léger, voire inexistant dans certains pays,
et c'est la famille, c'est le plus fort qui aide les plus faibles, dans une domination clairement établie. Il faut remercier le plus fort, etc. Donc c'est une société pyramidale assez corrompue puisque le pouvoir est détenu en haut et descend vers le bas. Et ensuite, donc ça c'est les sociétés, on va dire, non occidentales, pour faire simple. La Chine est toujours comme ça aujourd'hui. Et ensuite, vous avez les sociétés, donc on va dire, où l'individu est subordonné aux technologies. Donc ça, c'est les sociétés dites démocratiques, libérales, et c'est dans laquelle se positionne la France, et c'est le soft fascisme, c'est la dictature molle. Donc l'individu est subordonné et quasiment auto-subordonné par sa propre volonté à un système technologique, à la technologie, à la surveillance. C'est le capitalisme de surveillance, etc., etc. Bon, voilà sur lequel a débouché la complexification des sociétés. Donc on est parti d'une société un peu idéale, clanique, pas forcément patriarcale ou matriarcale. C'était une société, on va dire, du totem au sens d'Arnold Genen, où chaque individu comptait. La société était très homogène, il n'y avait pas de plus fort et de plus faible, puisque la sélection naturelle, entre guillemets, lissée, et seuls les meilleurs survivaient. Cette société a existé en Europe notamment, dans les sociétés primitives européennes de chasseurs-cueilleurs, du Doggerland, et est venue de Mésopotamie, les premières, mais même avant, puisqu'on peut parler de Göbekli Tepe, qui est moins 10 000 ans, les premières cités, etc. Mais les gens se sont sédentarisés, ou tout au moins regroupés dans des pôles religieux, sans doute dans un premier temps, et ensuite agricoles, et avec si vous voulez, la création de l'agriculture, on va dire moderne, de la moisson, etc., du contrôle de l'agriculture et de l'élevage, l'homme s'est sédentarisé et des villes ont commencé à naître. Donc là, on parle de Mésopotamie. Bien évidemment, l'écriture a été inventée, le cunéiforme, même s'il y a eu des tentatives avant en Europe et ailleurs sans doute. Et cette complexification, c'est le fait d'avoir beaucoup d'individus dans un endroit, dans un espace commun, nécessite une organisation. Et ça, c'est naturel, c'est pas du tout une conspiration, une volonté. Nous nous organisons et pour mettre en place cette organisation, il faut complexifier les lois, complexifier la religion. Tout se complexifie car c'est un besoin technique d'organisation. Donc ça, c'est la complexification des sociétés. Donc nous sommes passés, et c'est également l'invention du monothéisme, qui est une religion urbaine, fondamentalement urbaine. Et là, je fais toujours l'analogie avec Kagerli, qui est un des mentors, si vous voulez, du mondialisme. Mais il est intéressant à lire parce que il définit bien cela. Avant, il y avait les sociétés, on va dire, c'est pour ça que dans mon schéma que je mets ici, vous allez voir que je mets la fin de l'ère viking comme une étape importante. Pourquoi? Parce que c'est la dernière civilisation européenne d'individus libres et armés. Le viking est un paysan guerrier, d'accord? Alors, il est subordonné, oui, à une certaine élite, qui sont les jarls, c'est-à-dire les chefs, mais ces chefs-là sont élus temporairement pour le temps de la guerre ou de la razzia, etc. C'est fondamentalement une société d'individus libres et armés. C'est important. Et ça, Kagerli le définit bien. Donc, c'est des consanguins, c'est des clans qui restent entre eux. C'est pas une question de racisme ou de racialisme, c'est une question de survie. Et ces individus armés ont marqué l'Europe puisqu'ils ont redonné un second souffle après la complexification de l'Europe avec les religions chrétiennes, etc., etc. Ils ont donné un second souffle de liberté et pour moi, à mon sens, a débouché après avec la guerre de 30 ans au droit européen, c'est-à-dire au droit individuel européen et de liberté d'entreprendre avec la Ligue hanséatique plus tard, etc. C'est intéressant de le noter, c'est un très particulier au monde occidental. Vous ne retrouvez pas ça même en Chine qui est à beaucoup d'égards notre rival direct en termes de QI, etc., d'invention, de technologie, de philosophie et ainsi de suite. Mais la Chine reste une société traditionnelle.
Voilà un peu donc l'histoire de la complexification des traditions. Hein, je résume, bien évidemment, c'est toujours difficile. Donc cette complexification débouche forcément sur une philosophie nouvelle qui est, si vous voulez, dans la complexification, donc là je passe sur la partie philosophique, dans la complexification de la société, du monde dans lequel nous vivons, la philosophie et la religion que je mets ensemble hein, ici, c'est également complexifié et ça c'est un paradoxe, en tuant les dieux des Indo-Européens, d'accord, les dieux de l'Eda et du Veda, des Védas, qui était une religion entre guillemets plus complexe, dans le sens où c'était une religion d'élite, d'élitiste, ce qu'on a toujours en Inde avec le brahmanisme. La religion chrétienne, ou le judaïsme originel et la religion chrétienne et l'islam, ont simplifié les choses, car la société se complexifiant, les populations vivant dans des espaces de plus en plus urbains avaient besoin d'une religion, elle aussi, d'un sens à donner à leur vie, et elles ne pouvaient pas, le peuple, on va dire, ne pouvait pas suivre une religion trop complexe, qui est une religion d'élite, qui coûte cher, les sacrifices et ainsi de suite, dans les religions indo-européennes primitives. Donc le monothéisme était la religion du contrôle du peuple. Alors, je dis pas l'opium du peuple, je vais pas citer Marx, mais pourquoi pas. Ça a été quelque chose d'important, ça a été un basculement dans lequel on a dit aux gens, vous allez travailler dur, vous allez être dans des outils de production, des individus interchangeables dans cette société complexe, mais vous aurez le paradis plus tard. Alors, ici, je ne parle pas de la religion chrétienne ou israélite ou musulmane. Chacun, je parle plutôt d'une philosophie, d'un point de vue philosophique, mais cette violence, puisque Espace CP, le but du livre est de pouvoir sortir de la violence. Hein. J'en parlerai dans la conclusion, bien évidemment. Mais la violence religieuse adamique a été un mal nécessaire. Je ne parle pas de religion au sens de croyance, hein, ne confondez pas les choses. Je parle là de sociologie. A été un mal nécessaire pour contrôler la population. Et le contrôle de la population se fait partout. Et plus la technique le permet, plus elle sera faite. C'est quelque chose qui est pas volontaire, pas une conspiration d'un petit groupe, etc. C'est quelque chose d'obligatoire à partir du moment où vous faites vivre des millions d'individus sur un territoire, dans un espace donné. Il faut contrôler la population, sinon ça devient très vite le bordel. Vous avez ça à petite échelle chez vous, si vous avez une famille, des enfants, etc. Il y a un minimum de contrôle, d'éducation, d'autorité, sinon on ne peut rien faire. Alors bien évidemment, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, ça a dérivé avec le mondialisme, dans le capitalisme, de surveillance, ce qui est bien évidemment un mal. Mais ça, c'est un effet secondaire, je dirais. Hein. Donc, d'un point de vue philosophique, cette complexification a amené le contrôle, a amené la religion adamique, qui est une religion assez violente, dans le sens où l'individu est subordonné, contrôlé, et si il ne suit pas la religion et après 1789, la religion matérielle, au pied et à la lettre, il ne fera pas partie des élus pour le paradis ou la future vie paradisiaque terrestre. Hein. Donc ça, c'est une violence extrême, puisque là, il faut être bien dans le sérail, bien tout suivre. Et cette violence existe toujours. Regardez l'effet Covid en Europe et en Chine d'ailleurs. C'est différent en Chine, mais bon, parlons de l'Occident. Les gens se sont auto-conscrits. On s'est auto-interdit de sortir, etc. Bien sûr, il y avait la loi, mais ça a été un effet d'obéissance assez collectif. Hein, c'est intéressant. Parce que sinon, vous alliez perdre quasiment votre citoyenneté. Vous alliez devenir un individu à part, un paria, un parasite. Et nous voulons vivre et être reconnus et vivre au sein du groupe. Hein, c'est très grégaire. Donc, si vous voulez, sans entrer dans trop de détails,
philosophiquement cette violence qui arrive, et ensuite, si vous voulez, ça a créé nos sociétés modernes. Et après 1789, quand Dieu a été tué, c'est devenu quelque chose de totalement matérialiste dans lequel nous sommes, et ça c'est le mondialisme, la déconstruction dans laquelle nous vivons, le wokisme, si vous voulez, où le bonheur se doit d'être purement matériel. Pour ça, c'est le transhumanisme, c'est toutes les dérives, changer de sexe à 5 ans. Voilà, on doit pouvoir, si vous voulez, aller contre le bon sens naturel. Et le bon sens, c'est quelque chose que nous avons perdu dans cette société folle, cette société occidentale folle, où nous sommes totalement aliénés aux technologies et à la nouvelle croyance de la technologie qui doit nous apporter le bonheur, même s'il faut traverser une violence incroyable, individuelle et collective dans la surveillance, le contrôle de masse, le contrôle des naissances et ainsi de suite. Alors bien évidemment, je n'aborde pas tous les sujets du livre, j'essaie de vous tirer un peu l'essentiel, mais voilà à quoi un peu vous donner envie de le lire. Alors bien évidemment, si vous voulez, il y a trois parties principales dans le livre. Après, j'arriverai à la conclusion. Ou enfin la politique, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la politique, mais je vous fais une petite parenthèse, il y a les causes de la violence, les conséquences de la violence et les solutions. Donc là, je fais un truc un peu transversal, et donc la philosophie nous amène à la politique, donc là je rentre dans la politique, et bien évidemment, ça a débouché, cette complexification a débouché sur quelque chose qui s'appelle le capitalisme de surveillance, ou le socialisme de surveillance, si vous prenez la Chine, et qui travaille de manière pas concertée, mais les conséquences, le résultat des conséquences est le même, c'est-à-dire c'est une société de surveillance, puisque la technologie le permet. Et comme je disais tout au début, c'est pas forcément une volonté de contrôle absolu, c'est un des résultats de la technologie et du surpeuplement entre guillemets, ou plus ou moins de l'urbanisation délirant, de créer des mégapoles de dizaines de millions d'habitants. On est obligé quelque part d'appliquer un contrôle. Alors, dans la politique, si vous voulez, on a tout testé quasiment, et on arrive toujours au même constat, c'est que l'individu, plus la société devient complexe, plus l'individu est subordonné, contrôlé et perd sa liberté, cette liberté dont je vous ai parlé au début, qui a été idéalisée dans cette société primitive de chasseurs-cueilleurs, etc., jusqu'à l'ère viking, on va dire, où l'individu était libre et armé. Alors j'insiste sur le fait d'être armé, mais c'est aussi bien intellectuellement que physiquement, c'est-à-dire qu'en fait, on a, nous, quasiment à partir de la christianisation de l'Occident, mais avec des hauts et des bas, puisque ça s'est pas fait d'un coup, car nous sommes, nous, Européens, des individus francs et libres, ou dans toutes les sociétés pré-chrétiennes, gauloises, moins romaines et grecques, parce que c'était déjà des sociétés complexes, mais dans les sociétés européennes du Nord, on va dire, d'une manière générale, l'individu était armé et libre. Aussi bien chez les Celtes que chez les Germains, ou chez les pré-indo-européens. Et le dernier saut, si vous voulez, de liberté, ça a été l'ère viking, et qui a redonné, je pense, un peps, une dynamique à cette notion de liberté. Et là, il y a un thème du livre aussi qui est très important, c'est-à-dire pourquoi l'Europe n'a jamais été unifiée, à la différence de la Chine. Donc là, je fais un peu une parenthèse. C'est que l'Europe est justement très individualiste. Nous sommes une société de l'individu, et malgré la christianisation qui vient d'Orient, hein, si vous voulez, les religions adamiques et les religions israélites est une religion du Moyen-Orient. Ce n'est pas une religion occidentale au sens propre du terme. Elle a été amenée en Europe à cause de l'urbanisation, mais le christianisme, le judaïsme et l'islam, ce sont des religions avant tout urbaines, c'est-à-dire des religions de contrôle de masse d'une population qui est plutôt aliénée, on va dire.
Jésus n'est pas apparu à l'époque celtique ou germanique en Europe. Pourquoi faire? On n'en avait pas besoin, vous voyez, parce que c'était une civilisation rurale, rurale et d'hommes libres. Vous voyez, c'est important à le comprendre ça. C'est le christianisme a pu vivre et se développer dans l'urbanisation du monde. Alors tout ça pour vous dire que l'Europe n'a jamais été unifiée à la différence de la Chine, malgré les tentatives qu'il y a eu, Charlemagne et autres. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des individualistes. Ok? Et ça, malgré la christianisation de l'Europe, qui aurait pu créer une Europe unique et entière, hein, Charlemagne, les rois francs, les Français, les Francs-saliques, ont vu cette volonté d'unifier l'Europe avec la religion chrétienne. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, d'abord parce que les Vikings étaient toujours là et l'esprit païen et individualiste et d'homme libre était toujours là quelque part et on n'a pas réussi à le faire. Du coup, l'Europe, après la guerre de 30 ans, on a créé les États-nations et les États-nations se sont querellés jusqu'à aujourd'hui et vous en avez la preuve aujourd'hui avec l'Ukraine, avec la guerre en Ukraine. C'est que l'Europe ne sera jamais unifiée. Et ça, c'est une des clés, si vous voulez, du malheur et du bonheur européen, de la force et de la faiblesse de l'Europe. La force, c'est quoi? C'est que cette dynamique, cette concurrence des pays européens, etc., a créé la culture, la philosophie, la technologie européenne. D'accord? Alors que la Chine s'était endormie à la même époque. Hein. On va partir à partir du XVIe siècle. La Chine s'est endormie, elle aurait pu dominer le monde, mais elle l'a pas fait. Elle s'est refermée sur elle-même, unifiée. Elle était stable, elle voulait pas évoluer. Et c'est l'Europe qui a fait évoluer le monde. Pour le bien, pour le meilleur et le pire, on pourrait dire. Mais c'est quand même cette dynamique-là. Et c'est une dynamique qui est aussi religieuse. C'est-à-dire que nous sommes chrétiens, mais nous remettons en question le christianisme en permanence. Comment le christianisme peut-il vivre en harmonie avec les sciences modernes? Alors je parle pas du wokisme, hein, bien évidemment. Hein. Vous voyez, c'est cette dualité qui fait notre force. C'est-à-dire la parole du Christ, aimez-vous tous, et fondamentalement notre esprit guerrier, franc, celtique, de sacrifice, où l'individu est important, mais à la fois extrêmement guerrier. C'est un esprit guerrier, combattant, etc. Bon. Je ferme cette parenthèse, qui est importante tout de même, là je vous donne beaucoup de choses hein, comme ça, c'est beaucoup plus structuré dans le livre, même si j'essaye de suivre un peu une structuration ici, mais il y a beaucoup de sujets très importants, et cette notion d'espace est capitale. On va y arriver maintenant dans la conclusion, j'aborde la conclusion, alors j'aurais peut-être un peu dû le faire dans l'introduction, mais c'est le titre du livre, c'est Espace et paix, sortir de la violence. Alors la violence n'est pas à confondre avec l'agressivité du guerrier, c'est-à-dire le guerrier défend son territoire contre l'extérieur, il défend son espace, le clan, la communauté défend son espace, et dans une agressivité de survie. La violence est typiquement humaine parce qu'elle est liée à des névroses, à des problèmes profonds d'acceptation du sens de la vie, de l'espace au sens cosmique, infini, de Dieu, de la religion, des religions, du fait de pouvoir aller au paradis ou pas, de la vie après la mort. Toutes ces questions qui sont fondamentales pour l'Européen, dans la philosophie européenne, dans la politique européenne, dans la religion européenne, remet en question sans cesse la possibilité de nous asseoir comme la Chine l'a fait, de nous unifier et de rester stables. Nous, Européens, sommes dans le doute permanent et c'est quelque chose qui est fort, mais également très lourd à vivre et ça crée des névroses profondes et ça crée cette violence que nous, Européens, avons. C'est nous, Européens, qui avons créé le fascisme, le socialisme, les dictatures les plus folles. Et c'est nous, Européens, qui avons diffusé ça à travers le monde, et notamment les socialistes, à travers le monde. C'est nous, Européens, qui avons cherché à imposer notre civilisation au reste du monde. C'est à cause de nous que la Chine est devenue communiste. C'est à cause de nous, de notre philosophie, de nos pensées, que le Cambodge a connu Pol Pot. Tout ça vient d'Europe. Pourquoi? À cause
à cause de ce conflit interne que nous avons, qui est notre moteur intellectuel et politique, et également religieux. Et ça crée cette violence. Et pour sortir de cette violence, donc dans la conclusion à laquelle j'arrive, j'ai établi dans ce livre un concept qui est très important, qui s'appelle les 3 E. C'est les 3 cercles. Bon, je vous mettrai pareil, je vous mets le schéma ici. C'est pour sortir de la violence, il faut 3 espaces, 3 cercles vertueux, et là où ils se croisent apparaît un espace de paix. Un espace de paix, c'est là où nous pouvons vivre en harmonie et en paix. Alors, le premier espace, c'est l'espace, justement, territorial, etc., mais aussi intérieur. Le deuxième E, c'est l'énergie. L'énergie au sens calorique, bien évidemment, l'énergie, mais aussi, si vous voulez, l'énergie intérieure, la nourriture et ainsi de suite, qui est en ce moment une question importante, vous l'avez remarqué. Et ensuite, le dernier cercle, c'est l'éducation, qui est l'éducation qui doit permettre l'instruction et l'éveil, bien évidemment. Si vous n'avez pas ces 3 E en même temps, qui se croisent, vous ne pouvez pas atteindre l'éveil, et donc vous ne pouvez pas atteindre la paix. Alors, il est important de comprendre que le premier, le plus important, c'est notre espace territorial, notre espace également souverain, notre espace également intérieur. Cet espace territorial, aujourd'hui, est défini, je pense, au mieux, à la taille d'une nation. Mais une nation qui peut être nouvelle. On peut créer de nouvelles nations, etc. Une nation n'est pas figée dans l'histoire du temps. Je rappelle que les nations n'existaient pas en Europe. Hein. Avant la guerre de 30 ans, il y avait des royaumes. Même si Charlemagne a tenté d'unifier l'Europe dans un empire, c'était des royaumes qui avaient un sens ethnique et linguistique. Après, nous avons, si vous voulez, un peu explosé ce système avec la notion territoriale de nation. Bon, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, l'Europe ne fonctionne pas du coup, et ça, vous le savez, on le sait et vous le constatez tous les jours, parce qu'on ne peut pas unifier l'Europe. Voilà. D'abord, il faudrait une langue européenne, une culture européenne, etc. Et ça n'a jamais existé en Europe. Donc, je pense qu'il faut faire marche arrière et redevenir souverain dans nos espaces territoriaux qui sont définis par la nation. Mais également familial et intellectuel. Ça, c'est ce que j'appelle un peu l'écologie intérieure. C'est un des chapitres de livre dans lequel c'est important. Bon, je reviens aux 3 E. Donc le deuxième E, c'est l'énergie. Justement, on en parle beaucoup en ce moment. La France aurait pu être totalement autonome au niveau énergétique avec le nucléaire. Nous n'avons pas de pétrole, mais des idées. La volonté des mondialistes. Alors, je vais pas parler du mondialisme, etc. J'ai beaucoup de vidéos sur le sujet. Bien évidemment, c'est lié, mais là, j'ai pas le temps. La volonté des mondialistes a été qu'il fallait détruire la souveraineté en France et dans tous les pays d'Europe d'ailleurs. Et là, nous le redécouvrons. On ne peut pas avoir un espace souverain sans énergie. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut l'énergie. L'énergie également agricole, qu'on a eu en France, mais qu'on n'a plus, vous savez, et également l'énergie, bien évidemment, de l'électricité, du pétrole, du gaz, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième espace. Et enfin, le troisième, c'est l'éducation. Si nous voulons un espace de paix, il faut un minimum d'éducation. Alors l'éducation, c'est quoi? C'est ce qui nous amène à pouvoir être instruit, c'est-à-dire en fait la civilité. Il faut être un peu civilisé, il faut être un peu policé. Vos enfants, si vous en avez, vous leur apprenez les bases de l'éducation, de dire bonjour, de dire au revoir, d'être poli, respectueux envers les anciens, etc. etc. Aujourd'hui en France, avec l'immigration de ces 30 dernières années, il y a un problème d'éducation. D'abord parce que elle s'est écroulée dans le système scolaire, il n'y en a plus, on a abandonné, et donc du coup nous avons une population de malpolis, d'impolis, de gens livrés à eux-mêmes. Les familles ont abandonné l'éducation,
et ça crée des troubles sociaux très importants. Et là, je ne parle même pas de race, je parle de sociologie, de culture. Quand des gens viennent en France, d'un pays où je reviens, si vous voulez, aux deux sociétés. D'accord ? Dans une société traditionnelle, subordonnée par une forte autorité, c'est même pas la famille qui fait l'éducation. C'est l'État. En Égypte, en Algérie, etc. Vous faites une connerie, vous allez en tôle tout de suite, on vous tabasse la gueule et vous la fermez. Et vous roulez droit. Hein. Au Cambodge, c'est un peu pareil, etc. Il y a vous vous faites tabasser, quoi. Je veux dire, et quand ces gens arrivent, notamment d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne en France, et qu'en France, on est dans une société libérale ou néolibérale et transversale, où la violence est transversale et non plus autoritaire, et ben les mecs, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est le paradis sur terre. Ils peuvent insulter les gens, frapper, mettre des gifles aux gens dans la rue, personne réagit. D'accord ? Vous faites ça en Algérie, c'est 2 secondes, quoi. Ouais. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc ces gens-là, il faut leur dire, il faut les prendre et les éduquer. Et si ils ne comprennent pas, parce que vous voyez, les socialistes, ils font quoi ? La gauche a dit oui, c'est culturel, c'est parce que on leur a pas expliqué. Alors monsieur, s'il vous plaît, on ne peut pas violer une femme dans la rue. Oui, elle a une mini-jupe, c'est complexe, oui, c'est une provocation, mais on ne peut pas lui sauter dessus à 3 et la violer dans la rue. Ça ne se fait pas en France, monsieur, il faut être poli. Vous voyez, mais je pense qu'il s'en fout, d'accord ? Parce que du pays d'où il vient, c'est des coups de trick qui se prend dans la gueule, d'accord ? Et on lui coupe la main, voilà, quoi. Je veux dire, c'est très différent. Donc ça, c'est l'éducation. On ne peut pas faire venir des gens chez nous qui n'ont pas le même niveau d'éducation que nous. Il faut un minimum d'harmonie et de bon sens. Et ça, c'est très important. Parce que si vous n'avez pas d'éducation, eh bien, vous ne pourrez pas accéder à l'éveil. Et l'éveil, c'est la conclusion de tout. C'est pour accepter et créer cet espace de paix avec les 3 E. Il faut que l'individu ait un contrôle sur son écologie interne, c'est-à-dire qu'il atteint un certain niveau d'éveil et d'acceptation de son impermanence, tout du moins sur cette planète. Chacun a ses croyances. Mais ça, il faut être éduqué, c'est-à-dire apprendre les bases de la politesse, de l'écoute, du contrôle de son niveau de testostérone, etc., etc., pour accéder à l'éveil au sens de Julius Evola, pas de l'éveil au sens des socialistes. Hein. Parce qu'il y a un effet pervers qu'il y a en Occident, dans ces sociétés libérales et transversales, de ce soft fascisme, de dictature molle, c'est que en fait, le socialisme, la social-démocratie, a décidé qu'il fallait, pour les Blancs, tout du moins, détruire la virilité, détruire le guerrier, c'est-à-dire l'individu libre et armé dont je vous ai parlé, pour qu'il puisse devenir un individu castré en perpétuelle digestion de consommation dans cette société matérielle, et qu'il reste bien gentil, qu'il devienne un client et non plus un citoyen, parce que nous sommes des clients dans le mondialisme, un client gentil qui va consommer ce qu'on lui donne, etc., un petit peu travailler, avoir un peu de revenu universel, etc. On baisse un peu la natalité aussi, on fait le contrôle, etc., etc. Mais donc on nous a castrés, on a castré la virilité, on a tué le guerrier, et maintenant on fait venir des populations en Europe, puisqu'on nous a dit de ne plus nous reproduire. Ça fait partie aussi du package, il fallait plus faire d'enfants. Mais comme du coup, tout d'un coup, on se rend compte qu'il faudrait quand même un petit peu de population, parce qu'il y a plus de s'il y a plus de clients, bah, qu'est-ce qu'on va faire, comment l'industrie va durer. Et nos élites donc ont besoin d'un peu de population, donc ils font venir des nouvelles populations, parce qu'il faut quand même que quelqu'un nettoie leurs toilettes. Et là, il y a un choc de civilisation. Et là, Zemmour a raison. Dans ce remplacement, ou ce remplissement, comme je l'ai défini dans une de mes vidéos, il y a un choc de civilisation direct, parce qu'on fait venir des mecs qui sont bourrés de testostérone, qui viennent d'une société de dictature pyramidale dans lequel s'il y a personne pour vous triquer la gueule, vous devenez comme un malade, vous sautez sur les filles, c'est le paradis sur terre. Vous pouvez tabasser quelqu'un, violer une nana, allez quoi, vous allez avoir 6 mois de tôle et encore, hein,
et encore, ces mecs-là, ils deviennent dingues, d'accord? Et là, il y a un véritable choc. Et qu'est-ce qu'on fait? On nous demande, nous, d'être gentils et bienveillants, il faut les comprendre et ainsi de suite. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et en contrepartie, enfin même pas en contrepartie, je veux dire, pardon, comme il faut lutter contre le méchant russe et la Chine derrière, qui sont ces civilisations entre guillemets pyramidales, de dictature pyramidale et forte, ou de sociétés de tradition, où un homme est un homme, une femme est une femme, etc. Là, par contre, les Ukrainiens, eux, ils peuvent reprendre un petit peu de virilité, voire de national-socialisme, de fascisme, un petit peu de racisme. On accepte un peu tout parce que là, eux vont combattre les méchants dictateurs des sociétés traditionnelles au nom du wokisme. Hein, mais vous voyez dans quel délire on est. Hein. Le monde occidental est devenu fou. Donc nous, on nous demande de nous castrer, de plus être guerriers, etc., d'accepter des immigrants qui ont un taux de testostérone de 200%, alors que nous, on a un taux de testostérone de 0. Qu'ils violent nos femmes, etc., aucun problème. Qu'ils tuent nos enfants, aucun problème. Mais par contre, en Ukraine, là, on a redonné un petit peu de liberté aux guerriers européens pour lutter contre le méchant, les méchantes civilisations traditionnelles. Bon, voilà. Bon, je vais un peu terminer là-dessus. Donc, pour conclure, si vous voulez, pour accéder à votre espace de paix, votre écologie intérieure, il faut une nouvelle politique, il faut changer de paradigme politique, c'est ce que je propose aussi dans ce livre. Alors, une troisième voie, une sixième république, un nouveau système qui respecte la liberté individuelle. Nous sommes fondamentalement, nous Européens, des individus libres. Moi, je suis pour le réarmement de l'individu, peut-être pas à la sauce américaine, etc., parce qu'il y a d'autres dérives, mais une plus grande autonomie. On n'a pas besoin d'un État tentaculaire, etc., comme on a en France, moins d'impôts, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut un État fort. Il faut un État fort. Et ensuite, il y a des vraies questions philosophiques sur le sens de la propriété, le sens des corporations de métiers, etc. Bon, voilà, il y a plein de pistes, je vous les cite pas toutes, mais il faut changer de système politique. C'est une évidence. On a le résultat devant nous. Il faut d'abord reprendre notre souveraineté. Donc, soit changer l'Europe, mais ça, j'y crois pas trop. Enfin, c'est difficile, soit sortir de l'Europe, etc., ou que l'Europe explose, ou qu'il y ait une explosion générale du monde occidental pour le refaire. Et là, c'est une possibilité. Et a priori, nous sommes bien partis pour. Mais en tout cas, il faut changer de paradigme politique et croiser les trois œufs pour créer notre espace de paix et vivre en harmonie dans un espace souverain de paix avec de l'énergie, avec de l'éducation pour pouvoir récupérer du temps libre. Et c'est là-dessus que je vais conclure, sur cette notion que je développe dans le livre également, qui est le capital temps. Le temps, c'est la chose la plus importante et vous ne réalisez pas qu'on vous l'a volé. On vous vole votre temps dans ce monde moderne dans lequel l'urgence est absolue, l'instantanéité et vous vivez tout le temps dans l'instant immédiat, etc. Eh bien, on a volé votre temps et c'est grâce à ce temps libre que vous pouvez vous éduquer et vous instruire et atteindre une écologie intérieure, c'est-à-dire la science du logis, l'organisation, le bon sens, et aller vers l'éveil et accepter que nous sommes des individus, que nous sommes peut-être une âme, mais dans un corps animal, et que nous avons des instincts, des problèmes, des choses qu'il faut accepter pour les maîtriser, et ensuite, fondamentalement, vivre sereinement notre état d'impermanence avec possibilité d'avoir une religion, d'avoir une vision qui va au-delà du simple matériel. Mais si vous êtes un simple matérialiste aussi, il faut l'accepter car nous sommes dans notre espace de paix, une culture et nous sommes des frères. Et je conclurai sur cette très belle phrase. Nous sommes des nains sur les épaules des géants. J'ai oublié je vous mettrai le nom, mais c'est un religieux du Moyen-Âge qui a dit cette très belle phrase. La citation est dans le livre. Nous allons tous disparaître un jour,
mais notre culture restera. Et Espace et Paix restera, ma petite pierre à l'édifice restera, et ça doit être suffisant pour partir sereinement. Si vous avez vécu dans une certaine dignité, un certain respect des autres, un certain amour chrétien, il faut savoir accepter sa disparition sereine et léguer une société meilleure, si on peut, pour les prochaines générations. Et vous deviendrez un géant sur lequel la nouvelle génération viendra sur vos épaules. J'espère que cela vous a donné envie d'acheter Espace et Paix, disponible dans 15 jours dans toutes les bonnes librairies de la Voie lactée, de notre espace solaire, de notre espace terrestre et de notre belle nation française. À très bientôt.